Président du Sénat, mesdames et messieurs les questeurs, cher Jean-Pierre, merci de nous accueillir dans les locaux de la vous êtes chez vous. Messieurs les présidents de groupe, puisque je suis la seule femme présidente de groupe. Messieurs. Bravo. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés qui ont vraiment eu la gentillesse de trouver un moment dans leur agenda pour être parmi nous ce soir, dont André Chassaigne, le président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les directrices, directeurs et fonctionnaires du Sénat, mesdames et messieurs les responsables syndicaux et associatifs, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les collaboratrices et collaborateurs de parlementaires et collaboratrices et collaborateurs de groupe, chers amis. Je dois dire que c'est avec un grand plaisir que je vous ai invité avec mes amis et mes camarades du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste à venir fêter la nouvelle année. Durant 2 années, nous n'avons pas pu nous retrouver car la terrible crise sanitaire qui s'est abattue sur le monde a réduit, voire empêché toute vie sociale. Souhaitons que nous pourrons retrouver la voie de la sérénité, de la convivialité, un vrai retour à la vie. Cette crise sanitaire, l'état d'urgence qui a été long, qui a été pénible, que nous avons connu donc, avait rappelé, nous semble-t-il, que des priorités souvent oubliées devaient être rétablies. Cette crise nous a rappelé que des femmes et des hommes, trop souvent invisibles, tiennent en fait la société à bout de bras et que sans eux, premier de cordée ou dernier rempart, tout peut s'effondrer. Des soignants aux caissières, des pompiers aux éboueurs, des enseignants qui ont dû maintenir les liens avec les élèves, des fonctionnaires territoriaux aux forces de police, des boulangers aux cheminots, aux ouvriers de l'agroalimentaire, aux électriciens. Des milliers de nos concitoyens ont été mobilisés pour donner corps à la solidarité, cette solidarité qui est l'une des fondations essentielles de notre société. Je tenais à le rappeler d'entrée car la mémoire collective est parfois courte. Rappeler que les élus, dans la diversité de leurs fonctions, ont eux aussi été en première ligne. Alors que tout devenait si difficile, la mairie fut souvent le dernier endroit où trouver aide, où trouver conseil. Ces élus ont pu agir car les services publics étaient là, car des professions essentielles continuaient, vaille que vaille, à exercer. Cette crise, mes chers amis, est suspendue. L'histoire n'est pas écrite. Le virus sera peut-être rapidement un mauvais souvenir qui trouvera sa place aux côtés de la grippe espagnole et autres épidémies qui ont traversé l'histoire. Mais une hypothèse plus plausible existe, celle d'un monde devant vivre avec le risque des pandémies à s'y adapter, à le combattre. La leçon a-t-elle été tirée sur les plans politiques et économiques? Les décisions sont-elles prises pour affronter l'avenir? La crise de l'hôpital, de notre système de santé tout entier, montre que rien ou si peu n'a été mis en place pour répondre non seulement à l'urgence, mais aussi au quotidien. Or, avant d'en venir à un autre sujet qui marque ce début d'année, vous avez tous deviné duquel je voulais parler, je tiens à afficher ma plus vive inquiétude sur les choix économiques et financiers qui sont faits. Loin de favoriser le redressement de ces services publics, ces choix continuent de les affaiblir et ouvrent en grand la voie de la privatisation. C'est vrai pour l'école, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour les transports, comme dans de nombreux autres secteurs d'activité, mais c'est vrai aussi pour la sécurité et le texte dont nous avons débuté l'examen cet après-midi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques se situe dans la droite ligne du continuum de sécurité voulu par la loi sécurité globale, les entreprises de sécurité privées palliant les insuffisances de la police nationale et de la police municipale. Cette crise a donc souligné la nécessité absolue du service public pour assurer la cohésion de notre nation, répondre aux besoins des populations, participer à leur épanouissement. Nous aurons, avec mes camarades du groupe CRCE, à multiplier les interventions, les initiatives pour rappeler que chaque recul du service public, parfois maquillé de modernité, à l'instar de la suppression du timbre rouge qui masque mal une nouvelle étape du démantèlement de la Poste, est un recul de la société tout entière. La crise sanitaire a montré la nécessité de l'humanité, aussi du journal. L'isolement, y compris dans le travail, l'exigence de réponse ont souligné à quel point le remplacement des femmes et des hommes par des machines, fussent-elles numériques
atteint le cœur de l'humanité lui-même. L'avenir, le progrès ne peuvent être la perte de contact, d'échanges, de dialogue, de rencontres. En ce début d'année 2023, la souffrance sociale est grande, la pauvreté s'accroît rapidement, la précarité dans le travail, dans le logement, dans la vie deviennent petit à petit la norme. Comment accepter qu'en 2023, dans la 7e puissance mondiale, les étudiants, les jeunes, fassent la queue pour manger? Avec cette crise de la Covid, des images d'urgence se sont installées et deviennent malheureusement pérennes. Il faut réagir. Ne plus accepter ce mal logement et cette malnutrition croissante. Des moyens doivent être mis en œuvre pour répondre à cette grande urgence sociale. Il faut mettre le paquet, comme on dit. Que l'on cesse d'entourer du côté du pouvoir la ritournelle du manque d'argent, des déficits, européens ou pas, de la dette qui bloque tout progrès social, mais n'empêche en rien le CAC 40 de continuer de grimper l'échelle sans fin du profit à la Bernard Arnault et consorts, de se congratuler mutuellement pour leur place au palmarès des milliardaires. Le quoi qu'il en coûte, de 140 milliards, il y en a tellement que je m'y terre, furent dégainés pour sauver l'économie. À l'époque, on nous a dit du côté de Bercy, ne vous inquiétez pas, le renouvellement perpétuel de la dette nous permet d'agir ainsi. Mais pourquoi donc ne peut-on déclencher un quoi qu'il en coûte pour permettre aux gens de se nourrir, de se soigner, de se loger, de se chauffer? Pourquoi ne peut-on déclencher ce quoi qu'il en coûte pour permettre aux services publics de sortir la tête de l'eau? Comment peut-on s'expliquer que les collectivités locales ne reçoivent pas les moyens pour faire face à la crise sociale? Les collectivités, et nous le savons bien ici au Sénat, et je sais que ce sujet vous tient à cœur, Monsieur le Président, les collectivités sont en grand danger. Elles le sont structurellement, car elles sont au bord de la banqueroute. Elles le sont politiquement, car les élus ne peuvent remplir les missions pour lesquelles ils sont élus démocratiquement, tant la lassitude et la démission les gagnent, alors qu'elles et ils sont si dévoués à la cause de leur population. C'est particulièrement vrai dans les petites communes, maillage essentiel de notre pays, où l'élu est souvent une femme ou un homme seul. L'argent existe pour répondre à ces exigences de solidarité et de services publics. Il existe aussi pour augmenter les salaires. Cette augmentation est une absolue nécessité face à l'inflation galopante. C'est une absolue nécessité pour lutter contre la précarité multiforme que je souligne. J'y faisais allusion il y a quelques instants. La rentrée est marquée par un événement. Cet événement, c'est la mobilisation sociale considérable, formidable, contre le projet de réforme des retraites, marqué par le recul de l'âge du droit au repos des salariés. Le droit au repos est dans le préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante de la Constitution. Ce droit, arraché par celles et ceux qui ont permis à la France de rester la France, ce pays de liberté et de conquête sociale, est menacé depuis des années. Le 19 janvier fut une date de mobilisation massive. Ce n'est plus une partie du pays contre une autre, c'est le pays tout entier, ou presque, qui exige le retrait de ce projet de loi. Travailler 2 ans de plus ne peut être un ajustement comptable pour la gestion des finances publiques ou répondre aux attentes de la Commission européenne. Travailler 2 ans de plus, c'est un calvaire pour ceux et celles qui travaillent dur. Travailler 2 ans de plus, c'est de la vie retirée à celles et ceux qui pourraient profiter de leur famille, profiter tout simplement de l'existence. Reculer l'âge de la retraite, c'est l'appauvrissement pour ceux qui ont débuté jeunes et pouvaient espérer de la surcote après 62 ans. C'est la double peine. Ils doivent travailler, doivent travailler plus longtemps et leur pension diminuera. La liste des griefs pourrait être extrêmement longue contre ce choix de société qui est fait, contraindre les plus faibles pour permettre aux puissants de poursuivre leur folle accumulation de richesses. Nous sommes ici au Parlement. Je vais donc m'attarder sur la méthode choisie par le gouvernement. Après un semblant de concertation, car ce n'est certainement pas avec les syndicats, ni avec mon ami André Chassaigne et moi, ou avec les représentants de la gauche que la décision a été prise d'opter pour le recul à 64 ans, le gouvernement a décidé de brusquer les choses, d'aller vite. L'obligation de dialogue social que vous avez introduite dans la loi alors que vous étiez ministre, Monsieur le Président, ce n'est pas, c'est à prendre ou à laisser. Face à l'unité syndicale, à l'unité des forces politiques de gauche et à l'opposition massive de la population jusqu'à 93% des actifs,
La seule planche de salut pour le gouvernement, c'est la quête d'une alliance parlementaire pour permettre d'acter l'adoption d'un texte aussi rapidement que possible afin de désamorcer la contestation sociale. Monsieur le Président, même si je sais votre accord et celle de la majorité sénatoriale sur le recul de l'âge de départ à la retraite porté depuis des années par le vote au Sénat d'un amendement au PLFSS, je sais aussi, Monsieur le Président, que vous êtes attaché au pluralisme et à la défense des droits du Parlement. Or, la voie choisie très clairement, contestée depuis quelques jours, celle d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, contraint de manière aiguë la discussion parlementaire sans même avoir recours au 49.3. En effet, l'article 47-1 de la Constitution précise que dans un délai maximum de 50 jours, l'Assemblée nationale dispose en première lecture de 20 jours de débat en commission et en séance publique, et le Sénat 15 jours. Pas besoin de 49.3, ou plutôt, il s'agit d'un super 49.3, car le Sénat, qui ne peut être la cible de cet article de la Constitution, serait là concerné par la contrainte temporelle. Peut-on imaginer un seul instant, et c'est encore plus vrai après avoir assisté à la mobilisation de jeudi, que le texte puisse, faute de temps, ne pas être voté ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat, et que ce soit, comme le prévoit l'article 47-1, une commission mixte paritaire dominée par le Sénat et les Républicains qui tranche. Notons que, j'oserais dire cerise sur le gâteau, s'il n'y avait pas d'accord, ce serait le gouvernement qui mettrait en œuvre la réforme par ordonnance. Oui, Monsieur le Président, par ordonnance, sans vote aucun. Et là encore, je sais votre farouche opposition à la multiplication des ordonnances. En fait, cette manière de faire ne respecte pas l'esprit de la Constitution. De toute évidence, la disposition de l'article 47-1 concerne les textes relevant d'une urgence réelle, comme un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative, répondant à une nécessité d'action dans des délais contraints. Cette urgence et même la nécessité de cette réforme ne sont aucunement attestées, bien au contraire, comme le montrent les travaux du corps. Monsieur le Président, chers amis, chacun sait ici la ténacité de notre groupe, sa force de proposition, mais aussi sa capacité à se mobiliser lorsque ce que nous estimons être un mauvais coup se prépare. Dans cette période difficile, nous avons essayé de maintenir notre cap, celui de la justice sociale, du partage des richesses, de l'émancipation et de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, du respect des libertés publiques. Nous sommes, comme on dit, un petit groupe. Mais au bout du compte, je vois, sans excès de confiance, que nous parvenons à accomplir un travail considérable en étant présents sur tous les textes en débat, en commission et dans l'hémicycle, en ne nous enfermant pas dans des postures, mais en mettant en évidence que d'autres choix sont possibles et donc en développant des propositions alternatives. Je ne vais pas m'étendre ce soir sur l'impact médiatique, populaire et positif, y compris pour notre institution, des travaux de notre commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets privés sur les politiques publiques. Mais mon petit doigt me dit que celle que nous venons de déposer sur la pénurie des médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française aura, elle aussi, une résonance dans le pays. Notre travail est souvent difficile, je dois dire même quelquefois ingrat. Mais je dois dire devant vous, mes chers amis, et vraiment sans flatterie, qu'ici, au Sénat, et je vous le dis aussi à vous, Monsieur le Président, nous pouvons compter, et j'en ai fait l'expérience, sur une administration disponible, une administration à l'écoute, et je dois dire une administration très performante, qu'il et elle en soient vivement remerciés ce soir. Avec les élus de mon groupe, nous agissons au quotidien sur une immensité de questions qui parfois ne permet pas de démêler l'essentiel de l'accessoire, mais comme souvent, le diable se cache dans les détails, il faut donc examiner les détails un par un. Et ce travail important, nous le devons à notre travail collectif, entre élus, bien sûr, mais aussi avec les collaboratrices et les collaborateurs des sénatrices et des sénateurs qui, avec le secrétariat du groupe, sous la houlette de Marc Henning, aident à structurer, semaine après semaine, notre activité. Et sincèrement, je les remercie vraiment très très vivement et chaleureusement ce soir. Le collectif, c'est la marque depuis de nombreuses années de notre groupe. Ce
tous pour un pour tous, parlementaire, est la clé pour démultiplier le travail et ne pas en rester à l'addition d'individualités aussi brillantes soient-elles. Le collectif, c'est une pépite, et elle est très précieuse, notamment dans une société qui promeut le repli sur soi, l'individualisme. Comme dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le collectif, c'est l'avenir. C'est le collectif qui a permis de résister à la crise sanitaire. C'est le collectif qui peut permettre de combattre le réchauffement climatique et la destruction accélérée de notre écosystème. C'est le collectif qui permet le progrès social, mais aussi le progrès scientifique et technologique. Sans collectif, la paix est-elle possible dans ce monde? L'affaiblissement continu de l'ONU, la montée des tensions et de ce que l'on peut appeler un chacun pour soi international. La guerre en Ukraine est une immense tragédie et l'agresseur, la Russie, doit se retirer et les crimes condamnés. Mais dans cette guerre meurtrière, la paix doit rester l'objectif et je n'entends pas assez ce mot qui seul peut préserver l'humanité. Or, c'est collectivement qu'il faudra un jour faire triompher la paix. La guerre et la paix concernent bien d'autres régions du monde, en Arménie, dans des pays d'Afrique, mais malheureusement aussi au Yémen, en Syrie, au Kurdistan et au Proche-Orient, bien sûr. Et je tiens d'ailleurs à souligner la présence ce soir de notre ami et de notre camarade Salah Hamouri, qui, après de longs mois en prison pour ses idées, vient d'être expliqué. S'ils ne peuvent être présents parmi nous ce soir, courage à ton épouse Elsa et à Jean-Claude, tous deux si actifs pour te soutenir. La paix, le progrès, c'est aussi la belle victoire, difficile mais ô combien importante, de Lula au Brésil. Nous lui apportons ce soir tout notre soutien face aux forces obscures, fascistes, qui tentent encore de faire barrage à la démocratie. Le collectif, c'est la vie en société sur le plan national, européen et mondial, et j'y suis profondément attachée, je dirais même viscéralement attachée comme présidente de groupe, comme militante, comme citoyenne. Vous voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis et camarades, j'ai été longue et pour une fois, je n'ai pas fait le point sur le règlement du Sénat, les irrecevabilités ou autres points de notre quotidien de parlementaire. Sans doute que la situation du monde de notre pays exigeait un propos plus large, tant elle nous préoccupe. Cette année 2023 s'annonce comme une année charnière pour la paix, pour l'environnement, pour la démocratie sociale et politique. C'est une année importante aussi pour le Sénat, qui sera renouvelé pour moitié en septembre prochain. Je me permets de lancer le défi que mon groupe sorte renforcé à l'issue de ce scrutin, avec la réélection des sortantes et des sortants, mais également avec l'élection de nouvelles sénatrices et de nouveaux sénateurs qui rejoindront notre groupe. Ces élections, nous les abordons avec lucidité, avec confiance et avec combativité. Alors, j'ai lu, et même entendu, que certains me disent guerrière. Moi qui suis plutôt une pacifiste. Mais je dois dire que face à l'enjeu de retrouver notre groupe renforcé, je suis prête à endosser le costume. Je vous le dis ce soir, la voix différente que nous portons au Sénat résonnera encore en septembre prochain. Et en attendant, je vous souhaite à chacune et chacun une très belle et bonne année 2023 et bon courage dans votre travail et dans vos combats. Je parle. Ah oui, parce que dans la tradition des vœux, et je ne peux pas résister à la présidente ici au Sénat, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du Sénat, Messieurs les présidents de groupe, le président du groupe socialiste qui est ici, Monsieur le questeur, et vous tous mes chers collègues, députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général du Sénat, Monsieur le directeur de cabinet, permettez-moi de saluer avec déférence et amitié, elle m'a poussé jusqu'au Vietnam, elle est venue, votre président d'honneur. Je n'ai pas eu d'autre choix à un moment, après des années de résistance, de me rendre au Vietnam avec vous-même. Madame la Présidente, permettez-moi aussi de vous redire ce que j'ai dit aux sénateurs. D'abord, mes meilleurs voeux
personnels, mes meilleurs vœux collectifs pour l'institution. Et vous avez bien commencé l'année dans une intervention cet après-midi, dans la première explication de vote au Sénat. Très bien. Au fond, ne répétez pas dans les autres groupes, j'aurai des ennuis, mais l'orateur de l'après-midi s'appelle Fabien Guy. Et je dois dire que, pour un président, quand il lève l'oreille sur un sujet, au fond, je me suis dit parfois qu'entre gaullistes et communistes, il pouvait y avoir des parallèles. Par exemple, Une souveraineté au travers de l'énergie. Je résume votre discours. Et au service aussi de la compétitivité de notre pays. Et en même temps, une grande entreprise nationale qui la porte. Je ne me suis pas senti en discordance de phase, totalement. Et j'en profite pour vous le dire, parce que nous l'évoquions samedi et surtout dimanche soir en recevant le président du Bundesrat, du Sénat allemand, maire de Hambourg. Nous voyons bien que nous avons des sujets d'énergie majeurs qui ne pourront être réglés d'abord que dans une réponse européenne, mais aussi dans une réponse nationale volontaire. La seconde des choses, Madame la Présidente, vous avez dit que vous étiez une pacifiste, mais un peu guerrière. Et je me permettrai, citant votre groupe, de redire ce que j'ai dit une fois, que, en fait, vous étiez comme le premier régiment d'artillerie de la France libre, qui n'avait qu'un seul canon de 75, et qui, à coup franc, a fait penser aux adversaires que c'était tout un régiment qui était en train de les bombarder. Là, c'est parfois le sentiment qu'on a au Sénat, avec votre groupe, à la fois pour porter des valeurs, des idées qui sont les vôtres, en toute liberté, mais aussi dans le respect des autres sensibilités, à la condition qu'on ne franchisse pas un certain nombre de lignes qui touchent à des valeurs qui s'appellent la République, qui s'appellent les valeurs de l'humain, et, j'allais dire, le respect de la démocratie. Troisième des choses, Madame la Présidente, vous avez évoqué les deux commissions d'enquête, que une va démarrer et l'autre. Vous l'avez animée, pardonnez-moi, dans un couple improbable, avec Arnaud Bazin, le président du comité de déontologie appartenant au groupe des Républicains. Et au fond, vous avez exercé tous les deux une mission essentielle que nous donne la Constitution, c'est-à-dire le contrôle. Le contrôle de l'exécutif et le contrôle du gouvernement. Et je crois que notre mission de législateur, c'est pas simplement de faire la loi, c'est aussi de contrôler, c'est aussi d'évaluer. Et je veux dire que cette commission d'enquête est sans doute là aussi une des grandes commissions d'enquête de l'année. Sur la pénurie de médicaments, ça rejoint le débat sur les souverainetés, et j'allais dire sur la santé. Nous pouvons partager quelques préoccupations que vous avez évoquées. La montée de la précarité, je le disais dans mon discours de vœux. Ma rencontre avec Marie-Hélène Grard, la présidente d'Atelier Carbone, m'a énormément marqué il y a 15 jours. Elle porte en fait ce que me rapportent un certain nombre de collègues sur ce qu'ils voient monter d'inquiétude, de précarité, de pauvreté, et que pour nous, nous devons essayer d'apporter des réponses. Et que la plupart du temps, vous l'avez dit, ce sont d'abord les collectivités territoriales, avec le réseau associatif, qui apporte ces réponses. Enfin, Madame la Présidente, vous avez évoqué un texte extrêmement important, parce qu'il s'agit des piliers de notre modèle social. Le système de la retraite, c'est un des piliers de notre modèle social, tout comme la protection sociale, et c'est essentiel. Nous avons des approches différentes sur ces sujets. Je souhaite, comme vous, que nous ayons un vrai débat. Un vrai débat, et que, je le dis devant deux présidents de groupe, que ce débat puisse exprimer les divergences, les discordances, les désaccords, mais que nous puissions le mener au bout, au maximum. À nous aussi d'assumer cela en toute responsabilité. Je vous avoue que je n'ai pas un amour immodéré du 47 derrière, et qu'il va falloir que nous fassions preuve ensemble, me semble-t-il, d'une approche
qui nous permettent d'avoir ce débat au fond. C'est en tous les cas ce que je proposerai au président de groupe pour les temps qui viennent, parce que je pense que nous le devons aux Français, ce débat, et il ne peut pas ne pas avoir lieu. Et comme je vois Jean-Pierre Sueur, nous avons pour les ordonnances une affection particulièrement marquée, particulièrement maîtrisée. Je dois dire que voir réformer un pilier du modèle social par voie d'ordonnance sans débat préalable, et même, me semble-t-il, contraire à l'esprit même qui a prévalu dans les ordonnances de la Ve République. Alors, je tenais à être là d'abord pour vous rendre hommage, Madame la Présidente, pour rendre hommage à votre groupe. Nous pouvons avoir des divergences, nous en avons, des discordances, mais nous essayons de travailler ensemble pour une certaine conception de la République et de la démocratie. Alors je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Les temps qui viennent vont être des années de tangage et de roulis, mais on a une capacité, je vois un breton en face de moi, de naviguer l'estéquillé pendant ce temps-là, et de faire face à la lame. Eh bien, chacun dans notre manière de naviguer, mais toujours dans l'intérêt de notre pays, de la République et des valeurs de la République. Très bonne année.